Bon, bonjour messieurs, bonjour mademoiselle. Bon, alors donc, monsieur Claude a dû vous dire, j'étais à Compiègne. Je ne suis pas resté longtemps à Royalieu parce que j'étais en prison à Compiègne. Les 30 Compiègnois, ils m'ont laissé quand même à la prison. J'étais vraiment malheureux. Bon, non, mais nous étions à ce moment-là arrêtés. Et puis, on passe à la prison. Mais les Allemands ayant décidé d'évacuer le camp de Royalieu parce que toutes les troupes alliées rentraient dans Paris au dernier train. C'est-à-dire que quelques jours après, Compiègne a été libérée. Alors ils ont décidé le 17 août 44 de libérer le camp de Royalieu. Donc ils ont fait le dernier train qui est parti de la gare, mais non, qui n'est pas parti de la gare, du fait que le pont de l'Oise avait été bombardé quelque temps auparavant. Donc on a fait ce voyage comme, au lieu de partir de la gare, on est parti du milieu de la forêt là-bas. S'il y en a qui sont sur Tichy par là, vous passez tout à côté du lieu où on est parti. Il y a même d'ailleurs un panneau qui vous indique le lieu de départ du dernier train pour Buchenwald. C'est à la garde-barrière, à la barrière de la route de Soissons. Bon, alors ce voyage de 4 jours et 4 nuits, à 80-90 dans des wagons, où il était impossible de rester tout le monde debout ensemble. C'est-à-dire qu'il fallait s'organiser pour qu'il y en ait une moitié qui s'assoit, non pas qui se couche parce qu'on ne pouvait pas s'allonger, qui s'assoit, et à tour de rôle, on s'asseyait, on se levait, suivant un commandement qu'on acceptait. D'ailleurs, il fallait l'accepter, sans tout le monde ne pouvait pas rester debout en même temps et s'asseoir en même temps. Alors, on est parti avec un peu de ravitaillement que nous avait donné la Croix-Rouge en partant, mais sans eau. Alors en plein mois d'août, sans eau, alors c'était une catastrophe parce que déjà au départ, des malades sont morts dans les trains. Enfin, notre voyage a été raconté plusieurs fois et il l'est même encore maintenant. Alors arrivé à Buchenwald, avec arrivé dépouillé complètement de tout, se retrouvant à poil, on ne peut pas dire à poil parce qu'on n'avait même plus un poil, nous avait tout rasé. Et après touchant des vêtements que vous connaissez, qui est le vêtement de la déportation, hein, pantalon et veste et chemise. Vous avez vu, quand vous connaissez la couleur, mademoiselle, vous n'avez jamais du tissu comme ça? Non. Vous ne faites pas que ça recommence. Bon, enfin, c'est la couleur que nous avions sur le dos pendant plusieurs mois sans le toucher, même, parce que ça, moi, le mien, il a jamais été lavé, c'est-à-dire que je suis resté 9 mois là-bas, avec toujours le même sur le dos, et la même chemise, alors, et pas d'eau pour le laver, alors c'était bien. Bon, bref, arrivé alors au camp de Buchenwald, où on a été pendant 40 jours à l'extérieur, parce qu'il n'y avait plus de place dans les blocs. Je dois dire quand même, comme je l'ai dit alors à vos camarades, que le camp de Buchenwald, on dit le camp, mais le camp consistait en un camp de prisonniers avec des barbelés tout le tour, mais à côté, tout le tour du camp, c'était des usines et des usines, et dans le camp, il était fait pour contenir 28 000 prisonniers. Alors vous voyez que ça représentait du monde, et ces prisonniers-là travaillaient dans les usines à jet continu, donc un rendement 24 heures sur 24 pour l'armement allemand. Ils travaillaient le bois, ils travaillaient le fer, ils fabriquaient des engins de guerre. Bon, alors ça c'était le travail qui se passait au camp de Buchenwald. Bon, 4 jours après, le 21 août, pardon, ça y est, je commence à me perdre dans les mots. Le 21 août, on a subi le bombardement de Buchenwald. L'aviation alliée est arrivée avec 18 super forteresses. Vous avez peut-être entendu parler des forteresses, mais partisans à ceux de mon époque, toute la nuit ça grondait, ça passait, ça allait bombarder l'Allemagne. Des quadriboteurs qui passaient des bombes. Bon, les super forteresses. Bon, on a eu le contact des super forteresses qui ont écrasé complètement toutes les usines qui étaient autour et n'ont pas touché au camp. Il n'y a pas eu de blessés dans le camp de Buchenwald au bombardement. Par contre, tous ceux qui étaient à ce moment-là étaient au travail, il n'en est pas resté un seul.
Donc il y a déjà des dégâts pour ceux qui travaillaient à ce moment-là. Mais il y avait des Allemands évidemment avec eux. Et c'était la guerre, donc ils ont bombardé les Allemands. Malheureusement, les Allemands faisaient travailler les Français avec eux et c'était ça le drame. Et puis ils ne pouvaient pas faire, c'était la guerre, il faut savoir ce que c'est que la guerre. Bon, donc le camp détruit, il fallait qu'ils fassent quelque chose de nous, donc on est parti ce qu'on appelait dans des petits commandos, c'était des entreprises, des usines qui étaient à court de main-d'œuvre, puisque toute la main-d'œuvre jeune était à la guerre, et il n'y avait plus que des vieux ou des femmes pour travailler en Allemagne. Donc ils prenaient dans les camps de concentration, ils étaient là pour en prendre de plus en plus dans leur pays pour venir travailler en Allemagne. Donc nous avons été embarqués à 500, un groupe de 500, pour travailler dans des mines de sel près de Magdebourg. Et on descendait à 460 mètres pour faire une usine d'armement, mais à 460 mètres sous terre, pour éviter les bombardements justement de l'aviation alliée. Alors nous sommes arrivés là-bas, ils nous ont emmenés à 500, ils ont formé deux groupes de 200, et il y avait un groupe qui travaillerait à l'extérieur pour l'entretien de l'usine, et il en descendait à chaque fois 200, il en remontait 200 suivant les relais. Bon, le travail là-bas, c'était les Allemands qui le préparaient en éclatant tout le sel à l'intérieur des mines en avançant pour agrandir, faire des usines. Alors, avec la poudre, avec des explosifs. Avec des explosifs, ils attaquaient les murs en somme de sel pour agrandir, pour après amener les machines à l'intérieur. Et ils pensaient faire un immense couloir où même des camions pourraient rouler dedans. Et à une certaine distance, ils ouvraient des grandes salles comme celle-ci pour monter leur matériel. Alors, ils nous ont fait ce travail-là. Nous avons eu déjà là, pour la première période où le temps qu'on est resté à Stassfurt, on est arrivé en septembre, et donc au mois d'avril a commencé l'évacuation. Mais donc au mois d'avril, le 11 avril, ils décident de nous évacuer sur Buchenwald parce que toutes les armées à l'extérieur avaient forcé sur les Allemands, et ils avaient été obligés de se replier vers le centre de l'armée allemande, se replier, poussés de chaque côté. Donc tous les camps qui étaient ici, oui, ici, ça c'est les points noirs qui sont là, ce sont des camps. Alors vous voyez, il y en a aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Allemagne. Alors tous les camps qui étaient allés plutôt à l'extérieur de Berlin, si vous voulez, ils les ont ramenés vers ceux du milieu pour pouvoir conserver quand même cette main-d'œuvre-là au lieu de la laisser sur place et qu'ils soient libérés par les troupes alliées. Donc au lieu de les laisser se faire prendre par les troupes alliées et puis de ne plus avoir de main-d'œuvre, ils préféraient ramener tout le monde vers le centre pour arrêter la guerre ou pour la gagner, ce qu'il avait espoir, notre ami Hitler. Il voulait gagner cette guerre à tous les moyens, en sortant rapidement ses V1 et ses V2. Parce qu'avec les V1 et les V2, il est certain qu'il prenait la préférence à la guerre. Donc, ils décident donc tous les camps qui étaient vers l'extérieur de les ramener au milieu. Et nous, étant beaucoup plus à l'extérieur que Buchenwald, ils nous ramenaient sur le camp principal qui était le Buchenwald. Et le 11 avril, on apprend, le jour où on est parti, les SS apprennent que Buchenwald vient d'être libéré. Donc, venant d'être libéré, il n'était plus question de descendre sur Buchenwald. Donc, ils ont fait descendre tout le long de l'Elbe, dans le couloir qui avait été décidé par les accords de Yalta, qui serait toujours neutre et qu'aucune armée ne rentrerait dans ce couloir tout le long pour ne pas mettre en porte-à-faux l'armée américaine face à l'armée russe. Parce que malgré qu'ils combattaient les Allemands tous les deux, ils n'étaient pas très copains et on avait toujours peur d'ailleurs, c'est arrivé après, que les Russes ne s'entendent pas très bien avec les Allemands.
Donc il y a dans ce couloir qui était déjà une façon de se partager ce qui s'est passé après, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Bon, alors ce couloir-là, il désignait les cartes, les quarts où les troupes américaines ou les troupes russes ne rentraient pas. Et nous, ils nous faisaient descendre dans le couloir, donc on ne risquait pas d'être libérés. Donc on s'attendait à faire des kilomètres et des kilomètres, ce qui est arrivé. Mais alors l'évacuation était terrible parce que nulle part on trouvé, enfin les SS nulle part pour eux, ils trouvaient de ravitaillement pour nourrir 400 bonhommes. Alors ils nous faisaient marcher sans manger, ce qui était encore plus terrible, c'est sans boire. Et le soir on nous couchait dans des baraquements, quand on était épuisés, dans les baraquements, qu'ils avaient été réquisitionnés. Et alors on passait la nuit, le lendemain matin, rebelote pour les jours suivants. Alors, je vais vous lire quand même, parce que ça m'éviterait de chercher après mes mots, parce qu'aujourd'hui, je m'excuserai, mais mon âge, il m'oblige à chercher les mots, parce que les premiers sont loin. Alors, ici, ce matin du 11 avril, à pied, encadré par... Oui, parce que l'évacuation a lieu pour tous les commandos, donc il y en a qui ont parti à pied, des autres qui ont parti par le chemin de fer, des autres qui ont été transportés par camion et autres. Mais enfin, certains ont été, les autres par moitié, ils ont marché, ils ont fait du chemin de fer, ils ont fait des choses. Mais nous sommes le seul groupe, c'est-à-dire qui est Stassfurt, les mines de Stassfurt, le seul groupe qui a fait le tout à pied. Et près de 400 km. C'est-à-dire qu'on est parti de près de Magdebourg pour atterrir sur les bombes métallifères en Tchécoslovaquie. Alors le 11 avril, à pied, encadré par des capots et une cinquantaine de SS, les détenus quittent sans regret le camp de Stassfurt. Les malades de l'infirmerie furent embarqués à bord de tombereaux traînés par des chevaux. Du 11 avril au 8 mai, le commando parcourut par étapes entre 5 et 35 km d'abord dans les plaines allemandes, sous le soleil, puis ils arrivèrent sous la neige dans les collines de Lezergebins. Donc ça, c'est la Tchécoslovaquie. Les villes furent presque toutes évitées. La colonne emprunta le plus souvent les routes secondaires, voire des chemins forestiers. Alors vous avez, si vous avez le temps tout à l'heure de regarder, vous avez notre marche elle est délimitée ici, avec les différents points où on a fait station, où on a passé la nuit, et où on a retrouvé, quand on y est retourné quelques années après, où on a retrouvé des fosses. On a retrouvé des fosses communes. Les villes furent presque toutes évitées. Ah, oui, désolé. Alors chaque soir, les déportés étaient enfermés par les SS dans des granges qu'ils réquisitionnaient. En 2 occasions seulement, ils eurent la possibilité de se nettoyer. Aussi étaient-ils couverts de poux et proliféraient dans leurs vêtements jamais lavés. Quelques pommes de terre distribuées de temps à autre constituaient l'essentiel de leur nourriture, avec les pissenlits cueillis au cours des haltes et en bordure des chemins. Alors la lecture des lieux d'événements et de pertes humaines peut paraître fastidieuse, mais elle permet de prendre conscience que tous ces déportés figurant sur les rubriques. Alors les Allemands, il fallait bien qu'ils mettent sur leur raison de décès. Alors c'était sous les rubriques pertes humaines ou identité des disparus. C'est comme ça s'arrangeait. Et il n'avait pas parce que on n'avait plus de nom, hein, vous avez dû le savoir. En arrivant à Buchenwald, on nous tirait notre identité. On ne s'appelait plus Jacques Jean-Paul, on s'appelait un numéro. Et un numéro qu'il fallait connaître en allemand, parce que quand on était appelé, c'était par notre numéro qu'il fallait connaître en allemand. Celui qui ne répondait pas à un numéro comme ça, il prenait de tabasser. Ça, c'était... Ils avaient toujours la matraque à la main. Hein. Alors, qu'est-ce que... Oui, alors là, on va arriver sur des évasions, oui. Bon, alors, si tout à l'heure vous intéressez, vous avez la barre de la mort qui est là, avec le départ de Stassfurt, et à chaque station, il y a l'explication de la station, et surtout l'inventaire de ceux que nous avions perdus dans la journée. Parce que tout le long de la route, les gars qui tombaient, c'était la balle dans la tête derrière. Il y avait 5 SS, ils ne faisaient que ça. Ils suivaient, on était en 3 colonnes qui marchaient, un peu dégagées les unes des autres, et
il en tombait au milieu dur, on les traînait sur la route. Il y en a, ils ne pouvaient plus marcher, ils ne pouvaient plus avancer. Il y en a, ils sont morts dans nos bras parce qu'ils ne pouvaient plus marcher. Ou ils demandaient ce qu'on les mette sur le bord de la route parce qu'ils ne pouvaient plus marcher. Et complètement anéantis. Alors derrière, il y avait les 5 SS qui passaient, on les appelait les tueurs. On a les noms, mais des surnoms parce qu'on n'avait pas leur identité non plus. Mais alors, ils étaient à 5, c'était les tueurs. Je ne sais pas si j'avais pas les noms tout à l'heure là sur le. Oui, alors c'est sa carte de la poste. Alors voyez-vous, on est descendu depuis Magdebourg, le long de Leipzig, de Halle, de Dresde. Et alors ils ont pris ça, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils nous ont emmenés en Tchécoslovaquie, on l'a su après, peut-être d'années après quand on y est retourné. Mais bon, alors la période. Alors tous les jours, donc, on avait les copains qui tombaient et on n'avait pas le droit de s'arrêter ni rien du tout. Les paysans, quand on y est retourné après la guerre, évidemment, tous les paysans qui avaient trouvé des cadavres sur la route, ben, ils les regroupaient dans des fosses communes, dont je vous dis, ils ont été repérés à l'époque quand on y est retourné. Et tous les jours, ça diminuait et on avait de moins en moins à manger, puisque les Allemands aussi évacués, parce que on était en pleine zone russe. Et vous savez que les Russes n'étaient pas très copains non plus avec eux. Et il y a eu des choses terribles en Allemagne, des viols, des choses comme ça. Alors tous les pays ils s'évacuaient partout. Alors on arrivait dans les pays, les SS étaient même obligés de puiser chez des particuliers pour trouver le manger, parce que dans les fermes il n'y avait plus rien. Bon, alors oui, on voyait. Alors, oh, j'ai bloqué un petit peu là. Alors, vous savez, c'est pas facile. Il y a 70 ans, ça. Alors, peut-être reprendre au moment où vous êtes dit, moi, j'ai pas arrivé voilà. à suivre, donc je vais m'évader. Alors, donc, j'étais dans la zone de tous ceux qui marchaient, tombaient, se faisaient tuer. On abandonnait sur la route, on ne savait pas après ce qu'ils étaient devenus. Et évidemment, on espérait toujours que ceux qui étaient tués derrière, ici, il y en a des évadés, il y en a eu quelques-uns qui sont restés cachés dans la paille. Alors, vous ne savez pas, en dernier moment, comme ils se sont aperçus dès les premiers jours, il y en a qui se sont cachés, qu'ils ont trouvé d'ailleurs, qu'ils allaient avec la baïonnette dans la paille pour les trouver. Et après, ben, ils ont trouvé une solution pour les faire déménager, c'est qu'ils foutaient le feu à la grange. Alors ben, évidemment, s'il y en avait un de caché dedans, ils sortaient, ils se sauvaient. Alors ils se faisaient abattre aussitôt qu'ils se sauvaient. C'était une solution qu'ils avaient trouvée. Alors notre l'espoir de vivre était court, parce que où c'était la baïonnette, où c'était le fusil, où c'était le grillé dans les granges. Alors moi, on est donc parti le 11 avril, et le 17 avril, la marche a été très dure ce moment-là, et moi j'apprends le soir, arrivé à la Bouswitch, petit patelin, rentrant dans la grange, j'apprends par des copains qui arrivaient derrière, que toutes les charrettes qui concernaient l'infirmerie, ils étaient 23 dans les charrettes de l'infirmerie, avaient été remis sur la route parce qu'ils avaient décidé de ne plus les charrier dans les voitures, ils les avaient mis en bas des voitures. Et tous les malades, les blessés, tous, ils les ont mis sur la route. Alors, sur les 10 km qui ont suivi, ben, on a retrouvé les 23 corps qui étaient abattus, ils n'avaient pas été bien loin. Alors disons que ça vous refroidit, et dans le groupe j'avais un de mes camarades de Compiègne qui avait été avec moi, mais qui avait été abattu sur la route. Alors aux nouvelles, on m'a dit, ben là Paul, il a été abattu là-bas il y a quelques kilomètres. Bon, alors je dis, ben ça va être peut-être mon tour. Déjà ce jour-là, j'avais piqué du nez en cherchant des pissenlits.
difficile à me relever. J'ai dit, bon, demain, si j'arrive pas à faire quelque chose, je vais faire comme les autres, je vais y passer. Alors, c'était le matin du 18 avril. On avait passé une nuit terrible, on n'avait presque pas, on n'avait pas dormi d'ailleurs. Il y en a qui s'étaient battus la nuit pour une place, pour un truc, pour un autre, parce que c'est l'homme quand il devient fou, quand il lui manque, Et il y a eu des bagarres. Alors, aujourd'hui c'est dans les bars, mais à ce moment-là c'était entre les déportés qui ça se passait comme ça. Alors, mais c'était pas pour les mêmes raisons. Hein. Mais donc je me dis, mais j'étais rentré moi des derniers, donc parce que les SS avaient la grand-mine pour faire sortir en vitesse tout le monde dans les baraques. Il y en avait 3 ou 4 qui passaient derrière, qui allaient dans le fond de la grange, et puis ils cognaient sur les derniers du fond. Comme ça, ils n'avaient pas bougé de pousser l'un ou l'autre, c'est chacun qui se poussait. Et alors ça sortait par des portes, des portes comme ça. Alors on mettait 300 bonhommes qui se présentent à la porte pour sortir, ce que ça peut donner. Alors c'était un piétinement terrible devant les portes, et les SS tapaient sur tout ça pour que ça sorte. Alors moi j'étais rentré, le soir j'étais rentré dans les derniers, puis il y avait des charrettes qui étaient là, c'était la seule place qui restait. J'avais réussi à me glisser en dessous, puis j'ai passé la nuit en dessous, avec un copain qui a été tué ce jour-là, mais d'ailleurs. Et en sortant, la veille j'avais blessé une jambe, parce que j'avais ma galoche, on avait des galoches, c'était une grosse semelle de bois qui avait avec du tissu autour, du tissu raide qui était autour, ficelé avec ce qu'on pouvait. Et j'avais blessé la veille parce que mes lacets n'avaient pas tenu, puis j'avais remplacé les lacets par des bouts de fil de fer. Et les bouts de fer, ils avaient passé à travers la toile, et puis ils commençaient à entamer la peau. Alors là, ça commençait à devenir inquiétant. Et je blessais à la cheville, et puis ça saignait même sérieusement. Et donc je suis sorti, j'avais celle qui cognait sur les autres, puis j'ai dit, bon, il faut que je trouve quelque chose pour me garer de cette blessure-là. Alors je me suis assis à côté de lui pour faire voir que je ne me barrais pas, et j'ai commencé à bourrer ma galoche avec de l'herbe. J'arrachais de l'herbe sur le coin de la porte, puis je bourrais ma galoche d'herbe. Et puis j'étais bien en train de la bourrer, je relève la tête, le SS qui était à côté de moi, il était avancé, puis il tapait sur les autres qui sortaient de la porte. Hein. Qu'est-ce qui m'a donné cette idée-là? C'était rentré dans moi, mais il y a quelqu'un qui me l'a commandé, certainement. J'étais assis le long d'une haie, une petite haie d'1 mètre, 1 mètre 10, parce que par là, on sortait dans une pâture, mais il y avait des maisons avec des petits jardins autour, et il y avait des haies qui limitaient tout leur petit jardin. J'ai basculé derrière cette haie, puis je me suis caché derrière, j'ai dit, s'il m'a vu, il va venir me flinguer, ça sera terminé, et puis sinon, je vais attendre. Alors j'ai attendu un petit moment là, il est venu reprendre un petit peu là, il a tourné, puis il est parti. Alors j'ai dit, bon, ça y est, et il a cru que j'étais parti sans doute. Et puis en me retournant derrière j'ai vu une genre de meule de bois, comme font les Allemands, ils font du bois et puis ils le mettent en petite meule. J'ai dit, je vais toujours aller me garer là-bas, c'était à peu près 20 mètres, je serais au moins plus visible par les SS parce que le jour commençait à pointer, et je serais derrière, là je serais plus à l'abri. Alors je me suis caché derrière ce machin pour regarder, et alors les autres commençaient à réorganiser le départ en formant les groupes et tout, c'était des hurlements partout par les SS, et puis ils commençaient à mettre les chiens avec. Alors j'ai dit, il est temps que je décampe de là, parce que tout à l'heure je vais me faire repérer là. Alors en me retournant pour voir d'où j'allais pouvoir partir, qu'est-ce que je vois à 10 mètres de moi, un Allemand, un vieux, en civil. Alors j'ai dit, ça y est, il va les appeler, il va dire, il y en a un qui est caché là derrière. C'est pas ça qui s'est produit. Il a mis son doigt sur sa bouche, puis il m'a fait signe que derrière lui, il avait sa porte. Et il m'a fait sortir de derrière l'autre haie par sa porte de jardin. Il m'a montré la route, il m'a montré un bois qu'il y avait plus loin. J'ai fait que je suis parti assez en rampant pour que ne me fasse pas le voir de loin. Et puis je suis parti vers ce petit bois qui était plus loin pour me cacher. Bon, là j'étais quand même bien plus à l'abri, et puis pas spécialement, on ne cherchait pas spécialement après moi.
Donc je suis rentré dans ce petit bois, et puis ou la fatigue, ou l'émotion, j'en sais rien, parce que je me rendais compte quand même que j'étais arrivé tout seul dans la nature, qu'il fallait que je me débrouille. Je suis tombé inanimé, ou au sommeil, ou je sais pas. Bon, je suis resté là un moment, parce que quand je me suis réveillé, le soleil, il était déjà bien avancé dans l'après-midi. Alors j'ai dit, bon, maintenant il va falloir que je réfléchisse, qu'est-ce que je fais là, au milieu des Allemands, parce qu'il y avait quand même toujours la police, il y avait l'armée qui passait, l'armement qui passait sur les routes, puisqu'il y avait l'évacuation chez eux. On était quand même sur cette petite route qui passait dans un pays où il y avait du monde qui passait, où il y avait... Alors j'ai dit, habillé enrayé, moi, la façon dont j'étais, je vais me faire repérer par les premiers, puis ça y est, où ils vont me bousiller, alors qu'est-ce que je vais faire? Et puis... je vois mon Russe qui revient avec un pantalon civil et puis une vieille chemise militaire qui me ramenait des affaires pour que je puisse me libérer de ces vêtements-là. Alors je pensais si je me suis dégagé en vitesse de mes fameux rayés, il m'a aidé à les brûler parce qu'ils grouillaient de poux, en ramener avec moi. Et puis je me suis habillé à moitié en civil puisque j'avais que un pantalon et puis une veste à mettre sur le dos. Et puis je lui ai demandé où étaient les Américains, parce qu'on entendait le bruit le canon russe d'un côté, puis la mitrailleuse russe d'un côté, puis américain de l'autre. Alors il m'a indiqué l'ouest. Alors vous pensez que je suis parti vers l'ouest, j'ai pas voulu aller voir les Russes, mais c'était quand même à 25 km, il fallait les faire. On entendait le canon cette distance-là. Alors je suis parti à l'opposé de ce que je suis arrivé dans le pays. Et puis je suis parti dans la forêt de Torgau. La forêt de Torgau qui est renommée comme une forêt de Compiègne et tout. Et j'ai marché là-bas dans cette forêt pendant 2 jours. Toujours sans manger, pas sans boire, parce que j'ai eu la chance, en cours de route, de trouver un petit ruisseau où je me suis quand même désaltéré pas mal et puis lavé ce que je pouvais. Mais j'avais encore emmené des poux, alors j'en ai ramené chez moi, ils en ont retrouvé quand je suis rentré. C'était étonnant ça. Et donc je suis resté là, j'ai marché là pendant 2 jours. Et puis, tiens, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, l'autre j'ai pas eu le temps. Au cours de la marche, je suis tombé sur une route goudronnée, une route de forêt mais goudronnée. Et puis bon, j'ai dit, elle mène quelque part. Je vais trouver une ville quelque part quand même en allant plus vite vers les Américains. Ils sont peut-être là au bout de cette route-là. Et puis alors je suis parti sur la route et je suis tombé nez à nez avec deux officiers allemands. 2 jeunes officiers allemands, moi habillé en guenilles. Vous savez actuellement les SDF, là, ils sont mieux habillés que je pouvais l'être, habillés d'avoir les affaires qu'on m'avait prêtées là. Et puis ces deux SS m'ont pris au début comme pour un Russe, parce que c'était leur tenue un peu la boîte des guenilliers. Et puis alors, il commence à me poser des questions en allemand, je ne pouvais pas répondre à ce qu'il me disait. Alors, je leur disais non chaque fois que je ne comprenais pas, et tout ça. Alors, ils se sont mis à me fouiller. Et puis, en fouillant dans mon sac, parce qu'on avait là-bas au camp, je m'étais fait une petite sacoche en toile que j'ai traîné tout le temps de dos avec une ficelle, où il n'y avait rien dedans, il y avait un chiffon, il y avait un tas de trucs comme ça, ce qu'on pouvait avoir, puisqu'on n'avait rien dans les poches. Alors, on était fouillés tous les jours pour si on n'avait pas des armes, des couteaux, des ceci, des cela. Je n'avais rien dans les poches, que des chiffons, des comme ça. Et si, j'avais le double de chaussettes, là, des chaussettes russes dedans. Et puis, ils fouillent dans mon petit sac, je ne l'ai pas dit tout à l'heure ça. Ils fouillent dans mon petit sac, et puis ils sortent un petit carnet que j'avais récupéré, puisqu'à Buchenwald, on a eu l'occasion de pouvoir récupérer les chaussures. Ceux qui avaient des chaussures ont pu récupérer les chaussures, et moi j'étais dans le cas, j'ai retrouvé mes chaussures, et avec mes chaussures j'avais un petit carnet, un petit porte-monnaie. Alors ils ouvrent le porte-monnaie, et j'entends me dire, mais vous êtes français? Et en effet, dans mon porte-monnaie j'avais l'effigie de Pétain sur les pièces. Je ne pouvais pas dire que c'était pas vrai. Alors il me dit, mais vous êtes français? Je dis, oui, je suis français, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes là ou vous devriez être dans... Ah oui, mais je dis,
J'ai été malade, je me suis endormi dans un train, puis j'ai été fauché par des Russes qui m'ont déshabillé. Enfin, j'ai raconté une misère du diable, pas toujours. Je n'aurais pas dit que je venais d'un camp de concentration, en tout cas. Je leur ai dit n'importe quoi, à ce moment-là, je ne sais plus. Alors on dit, mais attendez, on est en train de préparer la libération de militaires français. Alors vous allez faire 5 kilomètres. Et puis vous trouverez là-bas un groupe de Français qui pourront vous prendre en charge. Alors vous pensez si j'ai parti, mais j'ai pas fait les 5 kilomètres, je suis tombé à nouveau. J'ai perdu du temps encore là pendant une demi-journée. Mais enfin, j'ai réussi sur la route à... Ils m'ont dit vous trouverez un petit chemin forestier sur votre droite, il est marqué, il y a une fiche avec un drapeau allemand qui indique qu'il y a quelque chose. Alors je suis parti là-bas et en effet je suis tombé sur un groupe de prisonniers français. Ils étaient encore sous la garde de militaires puisqu'il y avait des Allemands, mais de la police allemande. Alors c'était plus de l'armée qui les gardait. Ils étaient à 2000, rien que ça, et 1000 Anglais. Ils étaient en train de les regrouper autour d'un étang. Il y avait un étang qui était là. Bon, ils avaient de lourde volonté, c'est pour ça qu'ils les avaient mis là certainement, en attente de les rendre d'autres, parce qu'il y a quand même une loi dans la guerre qui dit que tout pays belligérant possédant des prisonniers ne pouvant plus les nourrir doit les remettre à un autre pays belligérant. Donc il dit on a les Américains en face de nous, on est en train de les regrouper et puis on va les... Alors donc j'arrivais chez les militaires français qui au début m'ont pris pour un Russe aussi. Mais quand je leur ai expliqué mon truc, une deuxième fois ils ont repris mes affaires que le Russe m'avait donné, ils ont tout brûlé parce que c'est en état lamentable et ils m'ont rhabillé avec leurs affaires à eux, avec des vêtements français. D'abord pour pas me trouver autre chose, et puis d'autre part pour me cacher de la police allemande qui circulait, qui gardait encore les militaires qui étaient là. Et puis alors je suis resté avec eux comme ça pendant 3 jours, ils m'ont caché avec eux, j'avais pas le droit de sortir, c'était des tentes, ils avaient fait des tentes, et puis autour du machin, puis eux ils se ravitaillaient, les prisonniers, parce qu'ils traînaient dans tous les petits pays aux environs où beaucoup d'Allemands étaient partis, puis ils ramenaient le ravitaillement qu'ils prenaient, s'ils se servaient eux-mêmes. Alors, et puis ils se nourrissaient comme ça, puisqu'autrement ils n'avaient pas pendant 3 jours pour nourrir 200 bonhommes, 2000 bonhommes, il faut à bouffer. Hein. Ils avaient été réquisitionnés d'une boulangerie aussi. Alors le plus beau c'est que le lendemain qu'il m'avait ramené, qu'il avait caché tout ça, il y en a un, il a dit moi je vais lui trouver de la viande, il est ramené avec un petit cochon le lendemain matin. Ils ont fait du cochon grillé, ils m'ont ramené ça comme honneur. Ça me rappellerait celle-là. Alors donc je suis resté là 3 jours avec eux, tous les jours ils m'emmenaient sur leurs épaules à l'infirmerie anglaise, parce que c'est les Anglais qui détenaient l'infirmerie. Et puis un jour, les Allemands sont venus dire aux responsables de camp, bon ben voilà, vous allez être accueillis par la 4e armée du général Patton, qui vous attend ici à 10 km. Alors ceux qui peuvent marcher, eh ben, en route, puis ceux qui ne peuvent pas marcher, ben, il y a des camions qui viendront au-devant de vous, puis qui viendront vous chercher, mais il faut vous en aller d'ici, parce que la guerre va reprendre, parce qu'ils avaient arrêté pendant le passage là. Les Allemands et les autres, ils avaient pris l'accord pour arrêter. Alors on est arrivé à Wurzen sur la Mulde, où on a fait connaissance avec la 4e division des chars d'assaut de général Patton, qui était de l'autre côté de la Mulde, avec tous les chars alignés là. Et puis alors, ils avaient arrêté, ils avaient les Allemands en face eux, on était en plein combat. Et puis alors, bon, bah, les 2000, 3000, on a dégagé au plus vite, et puis derrière nous, ça remettait en route, et il a claqué, il se remettait. Alors là moi ne pouvant pas marcher rien du tout, il m'avait trouvé une petite charrette là-bas, vraiment les Allemands. Il m'avait mis dedans, j'avais les valises par-dessus, parce qu'il ne fallait pas qu'on me voie avec, il m'avait caché sous les valises. Et puis je suis rentré à Wurzen, je suis rentré en tête avec les responsables, et le drapeau français il était caché dans les machines, c'est moi qui ai celui de l'amener. Le drapeau français libéré à Wurzen sur la Mulde le 21 avril. Voilà,
mon explication Alors après, il y a eu beaucoup de choses, mais je crois que vous êtes tenu un peu par le temps. J'ai encore pas mal de choses à vous dire. Oui. Allez-y, continuez. Bon, vous me le direz, hein, parce que Oui, vous oui. dites très court. Bon, là, on est vraiment dans mon évasion, hein, parce que j'ai mes camarades, ils ont continué sur la route, et il en est continué partout. Et justement, il y a une des granges, là, je le disais tout à l'heure à vos amis là, qui sont passés là tout à l'heure. Ils sont arrêtés, les troupes allemandes et américaines ont fait la paix pendant 8 jours. Ils n'ont pas fait d'acte de guerre pendant 8 jours, ils ont fait un arrêt. Ils ont arrêté le sachant, ils sont arrêtés dans cette baraque-là pendant 8 jours. Alors là, il y en a eu 17 qui sont morts là sur place, et au moment de partir, il y en a qui n'ont pas pu partir, et ils les ont enterrés tout vivants. Et évidemment, quand ils y sont remontés, les gars étaient étouffés. Alors ils essayaient de se libérer le plus possible ceux qui ne pouvaient plus marcher, quoi. Bon, alors, je continue, moi, alors. Oui, oui. Bon, alors, j'en étais arrêté. Ah, attendez, faut que je revienne. Au moment où vous arrivez à l'armée de Patton. Comment? Au moment oui. où vous arrivez à l'armée de Patton. Voilà, j'arrive à l'armée Patton, évidemment, c'était deux troupes de première ligne. Alors là, ils m'ont ramené à la voir en arrière avec une Jeep, où je suis tombé avec un camp d'infirmerie, l'infirmerie américaine, où là, il y avait même la voiture de ravitaillement qui apportait à monter tous les jours. Et puis je suis resté avec eux, avec les Américains. Après, ils m'ont emmené à l'hôpital Hindenburg de Leipzig, où je suis resté 3 jours. Et puis ils ont décidé, après ils sont venus me voir, ils ont dit bon, on va vous emmener dans un camp de rapatriement. Parce qu'après, ils ont formé des camps de rapatriement par nationalité dans toute l'Allemagne, des camps de rapatriement, parce qu'il y avait des millions à rapatrier qu'ils avaient été chercher pour remplir le rôle qu'on aurait dû faire dans les camps. Et donc, ils m'ont dit... attendez, ça y est, perdu. C'est dur, ça. Le camp de rapatriement. Voilà, ça y est, ça revient. Alors, ils m'ont donc ramené dans ce camp-là d'infirmerie. Et puis, j'ai resté pendant 3 jours avec eux. Donc, hôpital de Leipzig, et ils sont venus me dire, l'hôpital de Leipzig, on va vous emmener dans un camp de rapatriement. Bon, très heureux, moi, je dis, ça y est, je vais démarrer. Alors, j'ai eu une Jeep américaine. Et puis on a roulé, on est passé dans Leipzig, qui était encore en flammes, des coins qui brûlaient encore, des queues d'Allemands au banc de fontaine avec des seaux, avec des machins, parce qu'il n'y avait plus d'eau dans Leipzig. Et puis là, je traversais un coin qui avait vraiment subi les bombardements, hein, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de maisons debout. Et puis, oui, c'est sensationnel. Dans ce Jeep là, un gros pépère américain là, qui causait pas un mot de français, et puis moi non plus, on se regardait comme ça. J'ai dit ça va durer longtemps votre balade là. Je me suis arrivé devant la porte d'un camp de concentration. Je me retrouvais à Dora, parce que Dora avait été désigné comme camp de concentration. Alors Dora, c'était le camp voisin de Buchenwald. Alors j'ai connu Dora parce que à Dora, j'y suis resté pendant 3 jours. Et j'ai drôlement resté pendant 3 jours parce que n'étant pas affecté à un bâtiment, j'avais pas de papier, rien du tout. Les Allemands m'ont mis au centre d'accueil, et puis le centre d'accueil m'a mis dans le camp, puis il m'a dit débrouillez-vous. Et dans le camp, il n'y avait plus un Français, il n'y avait plus que des Polonais et des pays de l'Est. Et ils préparaient tous des départs pour l'Est. Il y avait des départs tous les jours, mais des départs qui s'en allaient dans des convois de camions qui partaient vers l'Est. Alors j'ai dit, moi, un de ces jours, je vais me trouver là dans le coin, ils vont m'embarquer. Je vais me mettre à Potsdam ou à Moscou. Et je peux pas vivre. Alors j'ai vécu pendant 3 jours caché. Mais alors il fallait bien que je mange. Alors où est-ce que je vais trouver à manger pendant 3 jours, alors je crevais encore de faim. À ce moment-là, pendant 3 jours, je remettais la musique comme auparavant.
Et puis j'avais quand même dans ma petite sacoche, étant resté avec les Russes, puis ayant connu la disette, ce que j'avais, je me gardais toujours avec les Américains, un peu de ravitaillement dans ma musette. Mais dans le ravitaillement, j'avais du chewing-gum, j'avais des cigarettes, j'avais des choses comme ça que je n'utilisais pas. Alors j'étais au Révire de Dora, qui était organisé en infirmerie. Le Révire, c'est l'infirmerie. Et puis j'ai été demandé du secours là-bas pour manger au Révire. Puis c'était les Polonais qui avaient envahi le Révire, installé dans le Révire. Et puis celui qui était à l'entrée, le responsable, il ne voulait pas de moi. Il a dit que c'est pas pire, il ne voulait pas. Vous, pas polonais? Je lui ai dit non, je ne suis pas polonais, moi je suis français. Bah, on ne connaît pas. Alors je lui ai dit, mais toujours en paragraphe, hein, puisqu'on ne se connaît pas la langue, mais on arrivait toujours à se faire comprendre. Hein. Ah ben, je lui ai dit, avec une cigarette, est-ce que tu me connais? Cigarette américaine. Oh, goutte. Alors la cigarette, elle m'a servi, pas la même, mais mon paquet de cigarettes, à manger une gamelle de soupe. Alors j'allais au moment de la soupe au Révire, j'avais ma gamelle le matin, j'avais ma gamelle le soir. Et puis la nuit, ben, j'étais accepté dans une baraque, puis j'avais repéré un petit coin où il y avait encore du matériel, tiens, ils faisaient les V1 et les V2 à Dora, il y avait des boches, et je couchais sous la boche le soir. Puis j'allais chercher mon ravitaillement au Révire grâce à mes cigarettes américaines. Mais dans le troisième jour, j'ai eu cette chance, peut-être. J'ai eu des coups de chance par moment. On se demande qu'est-ce qui me soignait de là-haut. Hein. Parce que je serais toujours dans le camp dans l'espoir de trouver un renseignement, ouais, parce que Dora, il n'est pas près d'une ville, hein, il n'y a pas de pays à côté, il y a des kilomètres à faire avant d'y arriver. Alors, je cherchais comment je pourrais m'échapper de là. Et puis, un jour, en traînant vers les baraquements administratifs, là, où il n'y avait toujours pas de français, n'en trouvais jamais. Si jamais j'en trouvais un avec qui cause français, c'est vrai, qui soit là au bureau, il n'y avait plus personne. Délégation américaine qui arrive. Il y avait deux jeeps et puis deux jeeps, un colonel qui arrive avec son entourage. Et puis, je tenais là, je suis arrivé vers eux, parlant pas en américain quand même, je me suis permis quand même de l'interviewer. Et puis alors, j'ai dit, hey, moi je suis français, qu'est-ce que je fais là? Je lui pose la question. Alors il ne comprenait pas. Alors il appelle une jeune dame qui était dans une voiture, là. Et puis il discute avec elle, elle vient me voir, causant plusieurs langues. Alors, je dis non, moi français, c'est une Canadienne. Qui causait très bien le français? Elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je dis, mais c'est à moi de vous le demander, qu'est-ce que je fais là? C'est vous qui devez me ramener, alors qu'est-ce que je fais là? Oh, mais dit, vous n'allez pas y rester longtemps. Alors elle dit, vous allez retrouver où vous allez habituer à vous garer, et puis je vais m'occuper de vous. Mais elle dit surveillez parce qu'on viendra vous chercher. Alors elle dit je ne peux pas vous dire quand, mais on viendra. Alors j'ai été me planquer sous mes boches pour qu'ils viennent pas me prendre pour m'emmener en Pologne. Et puis de temps en temps, c'était un petit coup d'œil. Et puis dans l'après-midi, une jeep est arrivée. Oh, j'ai dit quelque chose de bon pour moi. Alors je suis reparti courant, si on peut dire courant, vers l'entrée. Et puis j'ai revu ma Canadienne qui a dit, bon ben monsieur, on vous emmène au camp d'aviation de Nordhausen. Alors bon, nous l'avons parti au camp de Nordhausen. Tiens, il y a un truc, tout à l'heure ils ont parti trop vite parce qu'il y a un truc que je vais vous montrer, que c'est la première fois que je montre à une école. Alors en notant, on vous emmène à Nordhausen et de là on vous serait rapatrié. Alors je suis arrivé à Nordhausen, j'ai resté encore 2 jours là avant que je sois. Et un jour on est arrivé. Alors on m'avait mis tout à l'écart parce que à chaque fois j'étais visité par un médecin, mais ils n'avaient certainement pas confiance au suivant médecin. Parce que évidemment c'est pas un médecin français à Dora, mais c'était quand même un médecin qui était médecin, donc il m'auscultait. Ce qu'il cherchait, c'est que je ne sois pas contagieux. Parce que, non, pour vous dire, je faisais 37 kilos. Hein. Alors j'étais quand même pas
malade pour être contagieux que je l'étais. D'ailleurs, tous mes papiers, je vais vous les montrer, les Américains, quand ils m'ont récupéré, leur texte, c'était malnutrition. Ils n'expliquaient pas ma maigreur, mais j'étais pas malade. Alors c'était compliqué, hein. Alors à chaque fois, les médecins, ils m'auscultaient. Et puis ils m'envoyaient plus loin. Alors donc, je suis allé là-bas, puis alors ils m'avaient mis, moi, à l'intérieur d'un baraquement, mais isolé dans une cabine. Je ne sortais pas de la cabine. Et à un moment donné, ça arrivé à deux à la cabine avec ça support les mots, vous savez, il y a des moments, ça me... Un brancard, voilà, un brancard. Et donc ils m'ont mis sur ce brancard, et puis ils m'ont emmené, et j'ai fait du Dakota jusqu'à Mourmelon. Alors à Mourmelon, rentré à l'hôtel avec des Américains, heureusement, j'en ai une qui est venue parce que c'était français, elle causait français. Elle m'a dit, mais vous allez passer les radios, ça fait, il me l'a reparti dans le... Alors je suis resté à Mourmelon, à l'hôpital militaire de Mourmelon, passer des radios, passer des ceci, passer des cela. Hein, et j'étais là à Mourmelon, et j'avais toujours pas prévenu, mes parents n'étaient pas encore prévenus que ma femme, surtout, elle était mariée, je venais de me marier avant de partir, je ne voulais pas partir seul. Et donc, ils sont venus m'ausculter, j'ai eu des visites, j'ai eu un tas de choses, et puis un jour elle m'a dit, mais il faudra bien qu'on vous fasse vos papiers. Bon, j'ai dit oui, mais moi je voudrais bien foutre le camp parce qu'il faut prévenir ma famille. Oh, quand vous serez dehors, vous la préviendrez. Bon, alors là j'ai essayé de faire le mur, alors ça gazait plus, j'étais plus leur copain, là, j'assure. Un peu plus, ils m'auraient enfermé. Et puis, après avoir mon essai d'enjamber la clôture, qui m'ont ramené dans la chambre. 2 heures après, j'avais une Jeep qui arrivait, et puis avec des papiers de libération, et puis de consultation de médecine que j'ai ramené, et puis embarqué directement à la... Vous savez, j'ai encore 2 minutes, non? Où ils m'ont embarqué à la prison à la gare de Mourmelon. Et puis ils m'ont mis sur le quai, ils m'ont dit le prochain train qui passe, parce qu'attention, tous les trains ils se suivaient les uns derrière les autres, peut-être à un quart d'heure d'écart. Hein. C'était tous les rapatriés qui arrivaient par les trains, bourrés, bondés, les trains ils passaient, il y en a qui n'arrêtaient pas même. Alors, quand ils étaient bondés, ils n'arrêtaient pas. Hein. Alors il dit, bon écoutez, asseyez-vous là, et puis le prochain train, je l'arrête. D'arrêter un train pour mes honneurs, hein, c'était quelque chose. Alors, donc il m'a assis sur le banc, là, puis un seul coup il revient, puis il me dit, bon, on va trinquer ça qu'il y a, parce que ça vaut le coup quand même. J'ai vu, ça vaut le coup, on peut trinquer. Alors il m'a donné un verre de vin, hein. J'ai pas bu un deuxième, hein. Hop, je suis tombé dans les pommes, et puis je sais pas comment j'ai monté dans le train, mais le train qui a suivi, il l'a arrêté. Ils m'ont balancé dans le train, c'était un train de prisonniers, alors les prisonniers m'ont embarqué avec eux dans le train. Et puis je me suis réveillé en cours de route entre Mourmelon et Paris. Alors gare de l'Est, Lutetia, et puis 2 jours d'interrogation à Lutetia, et puis à Toubi, et puis voilà. Alors il fallait que je rentre chez moi bien sain, hein, parce que j'en avais vu des médecins en cours de route. Enfin voilà jusqu'au bout ma libération. On avait eu quand même 4 millions de prisonniers qui rentraient. Hein, tout le monde rentre en même temps, et au début, quand on est rentré, tout le monde avait eu ses malheurs et ne comprenait pas les malheurs de l'autre, alors que c'était beaucoup plus important. Ça a gêné pour ça, et on nous a demandé, nous, pourquoi on n'avait pas parlé plus tôt. C'est justement à cause de ça. On ne comprenait pas qu'on avait survécu à ce qu'on disait. On n'était pas cru dans ce qu'on disait. Le coup des gars que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, parce qu'ils avaient volé 2 lapins dans une c'était les marches de la mort, hein. Quand les 2 lapins qu'ils avaient barbotés, le jugement, il a été de leur broyer le crâne sur un billot. Est-ce que vous auriez pensé, vous, qu'on pouvait faire ça? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'humain dans
ça nous a frappé, mais c'est une chose, moi, qui m'a... Ça m'est continuellement, j'en ai rêvé de cela, j'ai vu ça, on a vu ça encore. Oui, j'étais en train de... Je vous l'ai expliqué. Ah non, vous étiez en train de rentrer, je crois, quand j'en ai parlé. Là. Alors, je sais pas, c'est un des cas qui est difficile. Moi, j'avais mon beau-frère qui était prisonnier, mais il était en ouflog, lui. C'était encore autre chose parce que c'était un camp de prisonniers. Il travaillait pas. Enfin, s'il travaillait, c'est parce qu'il voulait bien. Ils avaient le régime prisonnier, puis c'est tout, et les officiers. Et quand je suis rentré, ben forcément, il a été prisonnier 4 ans. Ben, c'était lui la vedette dans la famille. Il a été prisonnier pendant 4 ans, mais pendant 4 ans, il a été prisonnier à manger ses 3 gamelles dans la journée, puis à ne rien faire. Moi, pendant ce temps-là, j'avais rien à bouffer du tout. Moi. Alors, je ne disais rien, c'est tout. On supportait, on n'était pas cru. Alors déjà, on était fatigués, Moi, quand je suis rentré, je faisais quand même 37 kilos. Il fallait que je récupère tout ce que j'avais perdu. Mais ben, mes parents, j'ai vécu chez des parents, puis après chez des amis. Je suis en Normandie chez des amis. Ben, ils étaient obligés de cacher ce qu'ils avaient pour manger parce que j'avais volé la nuit ce qu'ils étaient en train de manger. Et ça m'a duré longtemps. Alors on ne pouvait pas se remettre tout de suite dans l'existence comme ça. D'ailleurs, on ne nous acceptait pas facilement. Si, il aurait fallu rentrer comme fonctionnaire. On n'a rien à faire, mais autrement. En rentrant, il y avait du boulot pour tout le monde. On voyait les autres travailler, puis non, bah, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Bah non, je suis trop faible, je ferai ceci, cela. Et ça a duré un moment. Ça a duré. Il y en a, ils ont mis des années avant de se remettre. En quelques mots, je vous le dis, dans l'état où on était, moi j'ai eu de la chance. Moi, j'étais flic, hein, vous l'avez expliqué. Moi, ils m'ont pas mis dehors, j'ai pris 6 mois comme ça, mais comme ça, j'ai repris facilement. Des autres, ils auraient été obligés de reprendre tout de suite. Ils étaient chez un patron qui mettait dans la police. Déjà, c'est pour ça d'ailleurs j'ai quitté la police. J'étais premier de promotion. J'avais une place réservée pour pouvoir être nommé tout de suite. Et moi, je ne voulais pas faire le policier, moi, je faisais du sport, beaucoup de sport. Et on m'avait désigné pour partir à l'école de sport de Plombières-les-Dijon. Bah, quand j'ai été nommé, ils m'ont dit non, vous êtes nommé parce qu'on ne peut pas vous mettre dehors, mais vous irez à Meaux parce qu'il en manque. Et vous ne resterez peut-être pas là à Meaux. Bah, ça ne me remontait pas le moral du tout. Et ça me fatiguait. C'est pour ça que j'ai repris du temps. Je dis non, j'arrête. Alors ils m'ont redonné 6 mois. Au bout de 6 mois, évidemment, je me suis mis à ma place, il faut que je reprenne mon boulot. Mais la première place que j'ai retrouvée pour mon boulot, elle était comptable. Ils m'ont pas revu. Hein. D'abord, ils m'avaient promis Plombières-les-Dijon. Oui, ça dans le sport, je suis reparti, puis tout doucement. Ils m'ont pas accordé, c'est tout. Bon, alors, autre chose. Est-ce que vous aviez d'autres membres de votre famille? Attendez, j'ai 93 ans derrière, alors elle est fatiguée. Est-ce que d'autres membres de votre famille ont été déportés? Non. Non. Donc je vous dis, j'ai le beau-frère qui était prisonnier. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont été déportés avec moi sont tous mes frères, hein, vous pouvez y aller. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup parce que d'abord, dans les flics, on n'est plus qu'à 2 sur les 12. Et puis après, dans notre amicale. Parce que tous les frères, ils sont inscrits là-dedans. Là. C'est qui est foutu. Voilà. L'amicale de Strasbourg, ça, on s'est retrouvé à faire un petit groupe.
Oui, amical. D'abord, je vais vous dire ce qu'elle est notre amicale, parce que ça a servi ça énormément en rentrant, pour reprendre un petit peu, faire un petit peu surface. On a essayé les uns après les autres de se retrouver. On était se voir les uns les autres. On allait en voir un qui était en mauvaise posture. On disait, bah attends, on voyait un tête, tu iras le voir tel temps, puis moi j'irai après. On remontait le moral comme ça entre nous. Parce que, à part ceux qui passaient vraiment en hôpital ou en cure ou un truc comme ça, ça allait. Et tout le monde ne pouvait pas ou n'y allait pas. Alors on avait fait, nous voyez-vous, on était à 500 là-bas à Stassfurt. Disons qu'on en a perdu la moitié, que ce soit là-bas au camp ou sur la route. On s'est retrouvé quand même en rentrant en France à pouvoir recontacter, disons 250, même pas. Non. Je crois qu'ils nous avaient donné un chiffre de 175. Bon, enfin bref, on était près de 200 à avoir retrouvé, grâce à... C'est à vous que j'ai parlé du comte de Gramont, non? C'est à l'autre groupe. Parce que pour eux, pour retrouver, pour identifier tous ceux, comme nous étions, sans identité, sans rien du tout, aussi bien ceux qui sont morts que ceux qui sont vivants, on ne se connaissait pas, on avait un numéro et on vivait un peu en reclus là-bas entre nous, ou alors on se faisait des petits groupes sur place, même de régions différentes, bon, ou des petits groupes. Alors là, on a réuni tous ces petits groupes pour former notre amicale, pour pouvoir discuter de l'amicale et puis prévoir. Alors quand je vais le répéter, parce que si on a pu travailler de cette façon-là, c'était grâce au comte de Gramont, qui était le responsable de toute la région nord de la Croix-Rouge, qui quelques temps après mon retour est venu me voir en me disant: Monsieur Vigny, je sais maintenant que vous avez été déporté dans une carrière. Quand il a repris l'itinéraire de notre départ de Compiègne, sachant que ce convoi-là, une grande partie est partie dans de sel, une mine de sel. Il a donc recherché dans les mines de sel s'il y avait Vigny. Et Vigny, il a tombé mine de sel de Stassfurt. Et comme son cousin, il était dans cette mine de sel, il est venu me voir en me disant: est-ce que vous l'avez connu? Savez-vous ce qu'il est devenu? Bah oui, je sais ce qu'il est devenu. Donc déjà, au mois de juin 1944, on connaissait déjà l'identité de tous ceux qui étaient passés par Stassfurt. Déjà. Donc on a lancé toutes les informations. On a déjà lancé toutes les informations qu'il y avait un groupe de Stassfurt qui serait formé grâce à la recherche qui avait été faite par le comte de Gramont. Et étant là-bas, il a fait un départ de l'itinéraire. Et aux itinéraires, donc on a retrouvé tous ceux qui étaient dans les fosses et qui n'étaient pas rentrés. Alors on avait des contacts avec les familles. Et tout ça, ça a duré assez longtemps et ça nous a aidé quand même beaucoup à redoubler l'amitié. Et puis je vous dis, après c'était des frères. On est arrivé dans une famille, tout le monde nous tutoyait, les gosses nous embrassaient. C'était une aide. Celui qui ne voulait pas, c'est parce qu'il voulait bien, parce que c'était entre nous surtout qu'on se reconstituait. Enfin, moi je vous dis ce que j'ai fait, parce que d'autres vont vous dire autre chose. C'est-à-dire que vous me demandez de vous parler de quelque chose, je ne parle pas de ce que les autres ont pu faire. Moi, je vous dis ce que moi j'ai ressenti. Il y en a d'autres peut-être qui l'ont d'une autre manière retrouvé. Donc dès votre retour, lorsque vous êtes revenu au Lutetia, quand vous retrouvez votre famille, après donc il y a une volonté des personnes de se revoir. Voilà. Et de savoir qui est décédé, qui n'est pas décédé. Voilà, alors par contre, dans la date, ça doit être juin 45. Vous avez dit juin 44 quand le comte de Gramont vous... Non mais... C'est après votre retour. Ah bah c'est à mon retour, au mois de mai 45. Oui, donc voilà, donc c'est en 45. C'est en 45. Parce que tout à l'heure, vous avez dit juin 44, c'est pour ça. Ah, j'ai dit mai 44. Oui, non mais c'était pas possible. Non, 44 c'était Stassfurt 44. Voilà, donc là en 45, dès 45, il y a déjà des listes qui sont faites avec ceux qui... Déjà au mois de juin, le ministère des anciens combattants
avait en main presque tous les documents que j'ai là, par le comte de Gramont, qui a fourni l'identité de presque la totalité. Il y a des fiches qui ont disparu, qu'on a reconstituées, nous. Mais en général, ils ont trouvé les... Quand il était là-bas, il a... Bon, attendez, je suis sûr. Je vais vous lire ce que... Comme ça, vous... Ah, il doit être là. Là, c'est intéressant, ce que je dis. Parce que ça, et après, ça me rappelle des... Et donc, après cet épisode, c'est au bout de 7 ans que vous allez retourner en Allemagne. Oui. Voilà. Vous pourrez raconter ça après? Les premiers, c'est pas moi. Hein. C'est d'autres qui sont retournés. Moi, j'ai appris connaissance de ce groupe-là. Ils avaient... Ah ben, je l'ai là-dessus. Je vous laisse reprendre cela, je reviens. Oui, ben pendant qu'on attend monsieur, j'ai peut-être ce qui peut vous intéresser au niveau de la présence de l'amicale de Stassfurt, là, parce que on a fait un travail considérable et puis on n'en a jamais entendu parler. S'il y en a qui sont acquis, comme la fondation, et puis présente orthographie est celle d'un commando extérieur de Buchenwald, donc nous appartenons à Buchenwald. Le commando Ré de Stassfurt, Ré EH, ça veut dire je sais plus, c'est un animal en allemand, je sais plus. Il n'y a personne qui cause allemand chez vous. Ré, R-E-H. C'est pas un cerf, c'est pas un... Non. Bon, enfin bref, on nous a dit que Ré c'était... oui, c'est pas un cerf, c'est une biche ou un truc comme ça. C'est le commando des biches, tu parles là, des biches. Bon, la vie de ce commando comprend 3 étapes. Alors là-dessus, hein, sur mon bouquin. Séjour à Buchenwald du 17 août au 13 septembre. Alors 17 août, c'est la date où on est arrivé... ah non, c'est la date où on est parti de Compiègne. On est arrivé le 21 là-bas et le 13 septembre, on en repartait pour un commando. Commando, c'est un groupe de travailleurs qui partent d'un camp principal et qui va travailler dans une usine, mais ils vont par petits groupes. Demandés par eux. En 1207 de Stassfurt du 14 septembre au 11 avril. Marche de la mort au Death March à partir du 11 avril jusqu'au 8 mai. Bonjour madame. Jusqu'au 8 mai, c'est-à-dire jusqu'à la signature de l'armistice. C'est-à-dire que le jour de l'armistice, il y en a encore qui sont morts, nous on était en guerre. Alors vous voyez, monsieur, il est parti. Vous en êtes où alors? Alors le tout premier document de référence est un premier récit, ainsi qu'un livre, Esclavage pour une résurrection. Donc c'est celui-là. Ça a été notre Bible d'un bout à l'autre parce qu'il y a des détails avec des noms. Alors là, ça nous intéressait parce que avec cela, on a réussi à recomposer des... Et puis alors après, il a ces machins il a fait un groupe autour de lui, mais il a toujours parlé de ce groupe-là, mais par ce groupe-là, on a appris de... Alors là, c'est l'évacuation. Ok, ah ben lui, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Tiens, il va peut-être nous dire ce qu'il nous dit qu'il a fait, lui. Il a peut-être pas fait comme moi, lui. Hein.
Conclusion. Conclusion. Nous avons essayé d'évoquer la vie d'un commando. Alors, il resterait 142 sur... Ah ben oui, il est président. Le 10 juillet 45, il resterait 142 survivants certains. Alors, d'autres est mort à Soissons depuis, un autre ébranlé du Moulard, il est dans une maison de fou. Combien sont les états de santé? Pourtant, oui, puis alors c'est pareil là-dessus. Il y en a qui étaient là pour différentes raisons aussi. Ils avaient été arrêtés pour différentes raisons. Même sans raison, puisqu'il y avait des otages qui avaient été arrêtés parce qu'ils étaient mal placés le jour où ils faisaient une rafle. Ben, ils se trouvaient avec nous, alors ils ne recherchaient pas des machins de résistance. Puis en rentrant, il n'avait pas le droit de... Il avait été déporté, mais il n'avait pas été résistant. Alors, les groupes se sont formés aussi par des résistants. En rentrant, il y a eu tout un classement qui a été fait, qui n'ont pas eu les mêmes avantages, si vous voulez, pour la santé ou autre. Il y a eu un écart de fait. Qui n'ont pas été traités pareil après, en fait. S'il vous plaît. Qui n'ont pas été traités de la même manière après. De la même manière en rentrant. D'accord. Et qui était mieux traité après, en rentrant plus de... Mais vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est rentré, il y avait quand même 4 millions de prisonniers à rentrer qui ont subi en Allemagne, mais qui ont survécu pas de la même façon que les déportés, qui eux sont rentrés, le plus gros il faisait 40 kilos sans doute, et puis tandis que eux... Il y a eu une priorité en fait qui a été... Il y a eu une priorité à la déportation. D'accord, ça notez-le. Et ça s'exprime de quelle manière la priorité? Ça je reconnais, oui, puis seulement les témoignages ont été longs à découvrir. Et par exemple, vous, concrètement, le fait d'avoir été déporté, ça vous a donné quel droit? Ben, j'ai eu le déporté de la résistance, parce que dans les déportés, il y a eu le déporté, comme je vous dis, qui a été déporté même qu'aux méthodes, mais déporté de la résistance, vous aviez le droit à la croix de guerre, comme combattant. Alors d'abord, il fallait obtenir la carte de combattant. Alors qu'avant, il fallait avoir tant d'années sur le front ou des trucs comme ça. Donc ils ont fait du moment que la résistance était considérée comme un geste de combat, donc les anciens combattants. Alors on avait d'abord ça, et après on a eu le droit, alors les combattants de la résistance ont eu le droit à la carte d'anciens combattants, et puis à la croix de guerre. Alors c'est déjà un avantage qui vous donnait pas grand chose, oui, c'est ce que mais qui nous permet, et puis alors qui nous permettait après d'avoir les plaques d'handicapés que vous mettez sur les voitures, que vous mettez mais pas. Si on a eu une prime, on a eu une prime pour nous permettre de racheter notre premier vêtement, je crois que j'ai touché 500 francs à ce moment-là. C'est-à-dire que, ah oui. Bah, et il n'y a pas eu de pension après, derrière? Ah ben les pensions. Oui, après, ah ben les pensions. Oui. Justement, les résistants ont eu le droit à des commissions spéciales qui ont passé à Paris. On demandait à visiter. Il y avait d'abord les régionales, où au département, on passait devant des commissions qui nous donnaient possibilité de passer au national. Alors là, au national, on passait devant les supérieurs, médecins supérieurs et militaires supérieurs. Et puis souvent, c'était des déportés ou des médecins ou prisonniers qui nous accueillaient pour ressentir ce que l'on a ressenti. D'accord. Donc ça veut dire que vous deviez raconter à chaque fois que vous passiez devant une commission comme celle-ci, ce qui s'était passé ou non? C'était juste... Comment ça se passait en fait, ces commissions en fait? Oui. C'est ça ma question. Comment ça se déroulait? C'était des questions qui portaient sur... Ah ben, il y avait un médecin, vous aviez un médecin... Si vous disiez, vous passiez devant un médecin généraliste, qui vous disait, vous représentez ceci, vous avez un symptôme de ça, vous avez ceci, vous avez cela. Après, on vous envoyait chez un spécialiste. D'accord. Et tout ça, même privé. Si on était, moi j'ai été dans
un petit patelin, ben, on m'envoyait à Compiègne. D'autres, après, il y avait les experts, il y avait des experts qui étaient nommés, alors il y en avait un à chaque département. Alors on passait devant l'expert, et après lui faisait sa conclusion, et après on passait devant des experts de Paris, la commission parisienne. Et ça prenait en compte, vous dites physiquement, mais aussi psychologiquement? Ah oui, oui. Ça prenait les deux? Ah bah bien sûr. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Notez-le, ça peut être... Ah oui, oui, mais il cherchait partout. Développer justement ces doubles aspects, vous voyez, physique, psychologique, et une prise en compte vraiment des deux. Mais c'est qu'en rentrant, il y en a beaucoup qui sont restés en clinique au coup, et puis il y en a qui ont été internés comme fous et autres, hein, et puis reconnus. On dit qu'elle m'a dit d'Alzheimer à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup qui ont eu les symptômes. Ah oui, il y en avait beaucoup de copains qu'on allait voir après, on ne comprenait pas. Beaucoup qui ont essayé de reprendre du travail, qui n'en ont même pas pu. Et ils avaient un titre sur leur pension qui indiquait difficultés mentales ou des trucs comme ça. Alors qu'avant de partir, on a passé devant tous les radios possibles, et puis je vous dis des experts, alors experts civils, experts militaires également, puisqu'en dernier lieu, ça partait dans les pensions, trucs comme ça, quoi. Alors, il fallait que ce soit le ministère des ministères militaires, ensuite le ministère des pensions qui prennent en main. Après, c'est pas tout seul. Hein. Ouais, j'imagine. En fait, il y a toute une organisation en fait, qui se met en place au retour. Et ça peut être intéressant de travailler là-dessus ou de chercher des sources, je pense. Et concrètement, pour vous, ça s'est traduit par quoi? Alors, le passage devant toutes ces commissions, tous ces examens, ça vous a donné quoi après? Ça nous a permis d'avoir un carnet de soins sur lequel tous les soins qu'on pouvait recevoir étaient gratuits. Alors on repassait après devant d'autres commissions. Si par exemple au bout d'un certain temps on n'était pas passé devant un médecin ou un truc comme ça, il nous reconvoquait à la commission pour voir s'il était rétabli. Alors il y avait des histoires de pourcentage aussi. S'il avait pris un petit peu, il y avait un pourcentage dans la pension. D'accord. Et le suivi a duré longtemps? Ça, il pouvait durer tout le temps. Moi, j'en ai encore. Ah oui. C'est ça. L'arthrose. Ils me l'ont trouvé dès le début. Ah oui, j'ai les reins et puis les mains. J'ai du mal à marcher maintenant, c'est pire, quoi. Mais j'aurais pu arrêter complètement de travailler, hein. Mais la pension n'était pas grosse, hein, alors je pouvais pas. Je vivais pas d'une seule pension. Ouais, voilà, c'est ça. Matériellement parlant, c'était délicat, il fallait retourner, si je puis dire, travailler. Alors on demandait. Alors ce qu'il y a, c'est que il y en a beaucoup qu'on n'obtenait pas. On allait voir un expert, on était convoqué devant l'expert, hop, il nous accordait celle-là. Alors si un autre expert disait on verra la prochaine. Alors les réunions ne se faisaient pas tous les jours. Hein. Alors des fois on attendait plusieurs mois avant d'être convoqué devant les experts. Quoi. Puis après on prenait la filière des experts et puis ça durait un moment. Et vous trouvez que ça a été bien organisé tout ça quand même? Ah oui. Oui, voilà, ça a été vite pris en charge. On ne peut pas vous envoyer devant ces vieux-là, ils sont morts depuis longtemps, alors ils ne peuvent pas vous expliquer. Alors nous, on profitait de la chose, mais comment ils s'organisaient entre eux, ça alors... Oui, voilà, ouais, mais voir que c'était quand même, ça a été mis en place et que ça a été réactif, si je puis dire, en fait. Ça a été réactif. Au niveau des instances militaires, au niveau politique aussi, parce que je pense que c'est des décisions qui ont été prises... Il y a des cliniques, il y avait des secteurs spéciaux pour les écologues. Bon, petit à petit, tout ça s'est éteint, quoi, mais il y a quand même eu une recherche de... Sauf erreur de ma part, ça a été prévu avant même la libération, je crois. Ah, d'accord. Voilà, il y a le ministère Freinet qui met en place, qui s'occupe du retour des déportés. Et c'est ce que M. Vigny a dit, du point de vue du nombre, tout le monde est noyé. Il n'y a pas de différence. Puis alors, oui. Très peu de différence finalement. Et dans les avantages, il y a eu aussi le fait de pouvoir retrouver votre travail. Oui. Voilà, ça c'était aussi un avantage. On faisait partie des handicapés prioritaires dans des entreprises. Ah, pour le travail? Pour le travail, oui, mais ils en fait partie pour revenir.
D'accord. Pour tout. Il fallait avoir un pourcentage, voilà, c'est ça, la fameuse carte, pour Voilà. pouvoir après prétendre à, comme aujourd'hui, en fait, quand on rap aujourd'hui, ça fait un petit peu ça. Moi, j'ai fait valoir et ça s'est tellement bien passé qu'après le patron n'a plus voulu que je m'en aille. Entendu. Il voulait m'en aller, il voulait plus. Et pour la police municipale, c'est pareil, quand vous étiez engagé dans la police municipale, après quand vous revenez, vous êtes réintégré dans la police municipale. Ah oui, oui, moi Voilà. j'étais réintégré. Oui. Oui. J'étais réintégré à la police. Là, j'ai pas eu à chercher. Quoi. Mais ça, c'est parce que vous étiez employé dans la police. C'était Parce que peut-être j'étais avant, oui. voilà, c'était peut-être pas forcément le cas de quelqu'un qui travaillait dans une entreprise privée avant-guerre ou avant qu'il ne parte. Bah, non, ça a aidé parce que je veux dire, il y avait un nombre à respecter, mais autrement, c'était pas une obligation. C'était pas une obligation. Hein. D'accord. C'était prioritaire, si vous voulez. Oui. Si on disait aujourd'hui, il y a 10 personnes à embaucher au même nombre, il y avait pas, on ne s'occupait pas des notes dans une école ou dans un truc comme ça qu'aujourd'hui, il faut que vous ayez votre nombre de points quand vous vous présentez. Sans ça, vous avez votre bac ou un truc comme ça. Hein. Moi j'ai appris mon boulot sur le tas, moi j'ai pas connu d'école. Et la question que je souhaitais vous poser, c'est lorsque vous êtes revenu, que vous avez retrouvé votre famille, donc la question elle est double, c'est tout d'abord, est-ce que vous en avez parlé avec votre famille? Comment ça s'est passé du point de vue des retrouvailles dans le cadre familial? Et ensuite la deuxième question, c'est est-ce que dans la société on parlait de la déportation, de la découverte de ces camps? Parce qu'aujourd'hui, nous, on a des photos, on a des images, on a des images de tout cela. Mais est-ce que vous l'aviez découvert à l'époque? Quand on est rentré au mois de mai 45, il y avait déjà près d'un an que la France était libérée, que tout le boulot avait repris, que les usines tournaient à plein rendement. Et les vols, tout ça, vous savez, les premiers vols, je n'ai pas beaucoup fréquenté, moi. Hein. D'abord, je connaissais... Et tous les jeunes, ils nous regardaient comme... Ils disent, tiens, il est revenu celui-là. Non, mais c'est vrai, on est... En fait, vous, quand vous rentrez, la vie en France est déjà repartie, puisque la France est libérée. Et en fait, lors de la découverte des camps, on a des magazines, avec même des documents filmés. On a des magazines qui montrent ce que l'on découvre dans les camps. Tout ça, vous n'avez pas vu. Vous êtes revenu après, finalement. Ah, oui, oui, oui. Bon, évidemment, il y a eu des précisions parce que c'est nous qui les ramenions. Mais vous oubliez qu'il y avait des camps, à Alsace, il y avait encore du monde dans le camp, là, commandant, il m'échappe. C'est du Struthof. De Struthof. Il y avait encore du monde dedans. Bon, ben ceux-là, ils ont été libérés tout de suite, à part ceux qui sont repartis justement dans les marges de la mort. Mais il y en avait encore. Bon, ben, il y a eu au début, alors au début, ils n'osaient pas trop lancer les explications, parce qu'il y en avait tellement qui n'étaient pas bonnes que... Ah oui. Vous avez des questions encore à poser? Amélie, vas-y. Est-ce que c'est difficile pour vous de nous en parler? Comment? Est-ce que c'est difficile pour vous aujourd'hui de nous en parler? Ah non, pas du tout, au contraire. Merci au contraire. Beaucoup. On nous répète sans arrêt qu'heureusement qu'on est rentré pour connaître tout ça. Alors, il faut quand même faire valoir ce qu'on a ramené. On n'a peut-être pas beaucoup ramené, mais enfin. Mais en tout cas, j'ai rien ramené parce que je vous dis, ce que j'avais dans mes poches, ça a été brûlé 2 fois. Alors. Bien sûr, au contraire, on est content d'entendre les jeunes qui s'intéressent quand même à... On a assez dit au début que c'est pas si malheureux que ça, non, mais le détail, il n'était pas là aussi. On est rentré, il n'y avait personne pour donner le détail, on est les premiers. Tiens, les Michaud, là, vous voyez, ça a commencé. Et encore, les ministères, à ce moment-là, ils ne dénonçaient pas, ils attendaient d'avoir la réalité avant de le faire. Hein. Les livres que vous nous avez apportés, ils datent de quand? Ils ont été faits quand? Lequel? Par exemple, celui-ci, un pas pour survivre. C'est un livre qui est... Oh, 80... il date des années 1980? 96. 96. Et celui qui est rayé sur la couverture? L'autre, celui que vous avez devant vous?
Oh bah lui attention, il va peut-être... Devant, celui qui est ouvert devant, Ah bah, en fait. Voilà, celui-ci. Eh ben, il donne peut-être pas sa première, il donne peut-être que sa deuxième. Non, parce qu'on l'a réédité. On l'a réédité 3 fois. Ouais. On l'a réédité. Je sais pas s'il parle de la première. Oh mais. Attendez, à l'entrée, il a été réédité, mais le rééditeur, il doit en parler dans son ouverture. Ouais. Ah, il y a le nombre, mais... Voilà. Mais à peu près ça. Oh bah, il a dû le rééditer tout de suite. S'il l'a fait, c'était pas pour le laisser dans son tiroir. Hein. Mais ça il a été édité en disons juillet-septembre 45. Donc c'est ça, c'est fait tout de suite à la fin de la guerre. Aussitôt les deux frères, ils sont rentrés tous les deux. Et les évadés, ça tient. Ils sont rentrés tous les deux, puis ils sont retournés, et puis en rentrant, ils ont écrit leur bouquin. Alors c'est peut-être du juillet qu'ils ont écrit. C'est 1945. Oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des personnes, dès la fin de la guerre, qui écrivent des ouvrages sur ce qui s'est passé. Ah bah oui. Oui. Ah bah oui. Et eux, ils sont justement dans les premiers, là. D'accord. Et ils s'appellent Michaud, les frères Michaud. Ben, ils sont morts tous les deux, malheureusement, parce que c'est des gars charmants. Hein. M-I-C-H-A-U-T. Oui, AUT, oui. Ben on a eu notre premier président, là, Raymond Levasseur, il en a réédité un. Je ne l'ai pas pris. Il y a une question, je crois. Océane a une question. Votre famille, elle vous a posé aucune question quand vous êtes rentré sur ce qui vous est arrivé? Bien compris. Quand vous êtes rentré, est-ce que votre famille vous a posé des questions sur ce qui s'était passé, sur ce que vous aviez vécu? Ben, pas précisément, je disais tout à l'heure, parce que mon beau-frère est rentré deux jours après moi. Il a été prisonnier pendant 4 ans. Alors il a subi pendant 4 ans. Ce que moi je pouvais leur raconter, il l'a subi pendant 4 ans. Alors c'était lui qui était le chouchou. Il a été soigné comme... Puis alors moi ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours des amis, j'ai des amis, des Normands. Ils sont venus, oh on va le retaper ce gars-là, faut l'embarquer. Ils m'ont emmené chez eux pendant 1 mois. Hein. Alors j'ai vécu avec les vaches, les cochons, les pommes, le bon Normandie et tout. Bon, j'ai repris, je faisais 37 kilos quand je suis rentré. Alors, bon, bah, c'est d'ailleurs là qui... Oui, ça a été vite, vous savez, j'avais toujours à manger sur une table, j'avais du café, j'avais du lait, pendant 1 mois avec eux, ça m'a fait du bien. 37 kilos.